Bonjour à tous. L'image d'un prévenu camerounais couché sur un lit d'hôpital, ayant les pieds attachés à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas, continue de bouleverser l'opinion publique nationale. Arrêté dans le cadre des manifestations du MRC en septembre 2020, Maurice Oufo, 68 ans, a passé 13 mois en détention sans avoir été jugé. À la suite de malaises survenus en prison, il a été transféré à l'hôpital La Quintini et enchaîné comme un animal. Pour le MRC, c'est un traitement inhumain, dégradant et abject auquel est soumis Oufo Maurice. Cette formation politique de l'opposition dénonce avec véhémence ces conditions d'hospitalisation dignes de l'époque de l'esclavage, tandis que ce sexagénaire, complètement affaibli et enchaîné sur un lit d'hôpital, est maintenu en détention. D'autres Camerounais militants du RDPC ayant incendié la résidence du sous-préfet de Bengbis, barricadé la voie publique et manifesté dans les rues sans aucune autorisation légale ne sont pas traduits en justice jusqu'ici. Le journal Le Messager, à cet effet, constate que la hiérarchie du RDPC a ignoré ces faits graves, comme pense Pilate Jean Cueté, secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, félicite les élus RDPC sans dénoncer ses camarades qui ont cassé, brûlé, sorti des machettes, gourdins, armes à feu et mis la République en péril grave. Un prévenu présenté comme malade doit-il être enchaîné sur son lit d'hospitalisation? Pourquoi infliger de tels traitements à certains prévenus impliqués dans des activités politiques? Ce maintien en détention des militants du MRC et des activistes du mouvement Stand Up for Cameroon sans aucun jugement contraste avec la liberté provisoire accordée à l'artiste ténor impliqué dans un accident ayant coûté la vie à la jeune Erika. Lauréat du prix de meilleur artiste masculin afro-urbain au Canal d'Or, Ténor a certes adressé un mot envers les personnes victimes d'accidents routiers et principalement la jeune Erika. Mais pour l'universitaire Richard Macon, cette parade ostentatoire en mondo-vision de l'artiste impliqué dans le décès tragique d'une jeune fille est véritablement abjecte. C'est une offense à la mémoire de cet enfant et sa famille qui porte encore le deuil. Et Richard Macon, dans sa tribune, estime que cette justice à plusieurs vitesses, accordant les privilèges à certains, est en train de poser les bases de l'état de nature. Ces Camerounais, encore en prison, militants du MRC, sont-ils en train de payer le prix fort de leur engagement politique? 39 ans après son arrivée à la tête du Cameroun, le président Paul Biya est-il en train de trahir ses propres engagements, celui de permettre aux Camerounais de ne plus prendre la route du maquis pour exprimer leur opinion politique? 39 ans après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a-t-il joué son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Après la rupture du consensus de la tripartite, la démocratie est-elle en train d'être bâillonnée à travers le pays? Où est donc passée la prospérité économique tant promise durant ces 40 dernières années? Les principales villes du Cameroun, vous l'avez observé, ont suffoqué sous l'effet des odeurs nauséabondes, des montagnes d'ordures ménagères observées dans les principales villes après 8 jours de grève des éboueurs et de dénonciation des factures impayées de l'État envers Isacam. La collecte des ordures a repris ce dimanche, mais le problème de fond demeure. Qu'est-ce qui explique le non-respect des engagements de l'État dans le paiement de ces factures envers des entreprises ayant des missions stratégiques de service public? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diouf, secrétaire national en charge des affaires judiciaires et juridiques du MRC. Maître Roland Diouf, bonjour. Bonjour M. Nofele, bonjour à mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de droit de réponse. Je salue particulièrement nos amis politiques, otages de la dictature depuis plus d'1 an. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est communicant du RDPC, le parti au pouvoir, Jean-Claude Diouf. Bonjour. Bonjour M. Cédric, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs.
Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de Droit de Réponse, il est analyste politique, UPCiste. Serge Sera est avec nous. Serge, bonjour. Bonjour, et historien également. Il faut le préciser. Permettez-moi d'adresser mes félicitations à Youth et à tous ses camarades pour leurs 40 ans bientôt au pouvoir. J'exprime aussi ma sympathie et mon attachement aux idéaux du MRC qui vit une situation d'oppression que nous vivons depuis la création de l'UPC. J'espère que ça permettra de jumeler et de fédérer les forces. Je vous adresse également mes sincères remerciements pour cette invitation que vous me faites, à Edmond aussi. Et j'ai une pensée pour la famille d'un patriote qui vient de nous quitter, le camarade de Yimgen Mouyo. Je pense que nous le conduirons à sa dernière demeure et que sa mémoire restera honorée à jamais au Cameroun. Merci d'être avec nous, Serge Sera, sur le plateau de Droit de Réponse. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamgia est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, je salue tous les copanélistes ici présents. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de Droit de Réponse, ainsi que ma sincère affection. Et d'entrée de jeu, avec vous, Maître Roland Djou, cette image d'un prévenu interné à l'hôpital La Quintini, des pieds attachés à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas. C'est un prévenu arrêté dans le cadre des manifestations projetées et organisées par le MRC en septembre 2020. Cela fait 13 mois qu'il est en détention sans aucun jugement. Comment avez-vous apprécié ces conditions d'hospitalisation ? D'abord, comme tout le monde, les images qui ont circulé et qui ont défrayé la chronique sur la toile sont des images absolument choquantes. Et ce n'est pas le juriste qui parle, c'est l'humain qui sommeille en chacun de nous, qui s'est vu choqué, devrais-je dire, par l'image d'un citoyen camerounais malade, donc déjà souffrant, parce qu'il est atteint d'une maladie dont il souffre déjà dans sa chair, mais en plus de cela, il est ligoté quasiment sur un lit d'hôpital. Alors, et ça c'est pour donner des éléments de contexte, alors qu'il s'agit de ce que le régime a décidé de constituer au Cameroun ces dernières années, c'est-à-dire des prisonniers politiques pour avoir osé manifester pacifiquement. Je rappelle que même si on devait admettre que le tribunal militaire soit compétent éventuellement pour juger des civils et pour des faits relevant d'une manifestation publique, qui du reste, dans la loi camerounaise, obéit au régime de la déclaration, simple déclaration, il faut noter que nos 124 camarades et nos amis du CPP, et même la plupart des prisonniers du fait de la crise anglophone, sont, à l'heure où je vous parle, des personnes bénéficiant de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ils ne sont condamnés par aucune juridiction, y compris les juridictions militaires. Ils ne sont donc coupables de rien à l'heure où je vous parle. C'est donc ces présumés innocents, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, parce que nous tous, nous sommes des présumés innocents précisément parce que nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas de décision de condamnation contre nous, des présumés innocents qui reçoivent un tel traitement, un traitement à la limite de l'inhumanité, de la cruauté, et je pèse mes mots, alors qu'ils ne sont encore coupables de rien. Et quand bien même ils seraient coupables, quand bien même ils seraient coupables de quelque crime que ce soit, nous savons très bien quel est le débat qu'il y a sur l'application des peines, et sur une de ces peines en particulier qu'on appelle la peine de mort. Parce que le débat se fait, celui de savoir si, même si une personne est coupable de crime, est-ce qu'il mérite, est-ce que la société qui se veut civilisée a le droit de lui ôter la vie? C'est une question qui n'est pas tranchée, mais le débat témoigne au moins de ce que, quand bien même on serait coupable de crimes les plus atroces, ce n'est pas sûr que ôter la vie aux criminels soit une sanction humainement acceptable. Mais là, il ne s'agit pas de pires criminels.
Là, il ne s'agit même pas simplement de criminels. Il s'agit de présumés innocents. On a fait croire aux Camerounais que dans tous les pays du monde, on enchaîne les prisonniers sur les lits d'hôpitaux. On a fait fuiter des images d'autres pays en donnant l'impression aux Camerounais que ce qui ailleurs est une exception, parfois très vivement condamnée, chez nous est la règle. Je dois reformuler en disant que le message qu'on donne aux Camerounais, c'est que l'inhumanité, la déshumanisation, chez nous, c'est la règle. De sorte que précisément, on peut s'offusquer de ce que certains, parfois condamnés, puissent bénéficier d'une certaine humanité. C'est l'humanité qui est l'exception dans notre contexte. Rappelez-vous, paix à son âme, le feu professeur Gervais Mendozé, qui avait également été admis à l'hôpital. On ne l'avait pas vu enchaîné. Je ne regrette pas qu'il y ait eu de l'humanité à cette occasion-là. Je regrette cependant que cela soit parfois perçu dans un contexte de déshumanisation généralisée comme une exception. Nous devons avoir à cœur le traitement des humains. Et quand on dit souvent que le meilleur endroit où on voit si la justice, si les droits de l'homme sont respectés dans un pays, il faut aller voir dans les prisons. C'est la façon dont on traite ces prisonniers, les personnes privées de liberté, les personnes détenues, qui permet de savoir si effectivement on est un peuple, on est un pays qui a à cœur l'humanité. Et quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun, c'est affligeant. C'est vraiment affligeant de constater que on banalise. D'ailleurs, je souhaite peut-être faire une précision. Il ne s'agit pas dans mon propos de mettre à l'index les autorités de l'hôpital, a priori, parce qu'il nous semble qu'elles ont souhaité se dédouaner en indiquant que les chaînes ne sont pas de leur fait, qu'elles se contentent simplement d'administrer les soins médicaux. Soit, seulement, la question est une question aujourd'hui d'ordre général, d'ordre global, qui convoque, qui invite à poser la question de la gouvernance de nos personnes privées de liberté. Et donc, si la chaîne de responsabilité ne se trouve pas qu'au niveau des autorités hospitalières, l'autorité pénitentiaire qui relève aujourd'hui du ministère de la Justice, encore une autre image frappante, que ce soit le ministère de la Justice, département ministériel dont l'une des principales missions est de veiller au respect des droits de l'homme. Et si on ne veut pas respecter les droits de l'homme pour ce qu'ils sont, respectons-les au moins parce que le Cameroun est parti à nombre d'instruments juridiques internationaux qui proscrivent, et je pèse mes mots quand je le dis, qui proscrivent ce qu'on considère comme étant des traitements cruels, inhumains et dégradants. Après vous, Maître Roland Djiou, Edmond Kamdia, pourquoi il y a autant d'indignation après cette image publiée sur la toile avec ce Camerounais, un sexagénaire, presque septuagénaire, complètement affaibli, avec cette chaîne au pied et ce cadenas? Pourquoi autant d'indignation, Edmond Kamdia? Je pourrais penser qu'il y a autant d'indignation de la part du grand public, du large public, le public des réseaux sociaux, des médias classiques également, pour une ou deux raisons. La première raison, c'est l'âge de la personne concernée. Il est septuagénaire. La deuxième raison est liée au contexte sociopolitique que nous connaissons depuis au moins l'élection présidentielle d'octobre 2018, ajouté à cela la crise anglophone. Et quand j'ai situé ainsi le cadre dans lequel on peut analyser et percevoir l'indignation collective des Camerounais, mais aussi des non-Camerounais qui vivent au Cameroun comme ailleurs, qui ont pu voir ces images abjectes, insoutenables, inadmissibles sur les réseaux sociaux, nous pouvons dire que ce qui est arrivé devrait susciter en tout être humain ce type de réaction, l'indignation. Nous ne devrions jamais cesser de nous indigner lorsque un être humain, quel que soit son sexe, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur politique,
quel que soit son pays, subit des choses aussi horribles. Parce qu'il faut le dire, chaque fois que l'être humain se retrouve dans des conditions où tout le monde peut y voir la cruauté, où tout le monde peut y voir la torture sous toutes ses formes, il faut s'indigner. Parce que, quel que soit ce qui est reproché à cet homme, il reste une chose que l'on doit préserver en toutes circonstances, c'est l'humanité que nous voyons en cet homme. Parce que c'est l'humanité en nous qui fait en sorte que la planète, la Terre, n'est-ce pas, regorge des personnes qui ont la conscience. Tant qu'on a perdu la conscience, on n'est plus dans la sérénité nécessaire pour voir que ce type d'image est intolérable. Maintenant, je dois ajouter autre chose. C'est que, en réalité, ce n'est pas la première fois que sont diffusées de telles images sur les réseaux sociaux au Cameroun, comme ailleurs. Parce qu'il y a eu une précédente image qui a eu un effet aussi fort lorsque cela avait été diffusé. Mais peut-être l'écho n'avait pas été semblable. C'était dans le cas de la crise anglophone. Il y a un Camerounais presque aussi âgé que l'on avait retrouvé enchaîné, n'est-ce pas, sur son lit d'hôpital. Cela avait suscité l'indignation, mais peut-être que une indignation sélective. Peut-être que l'indignation avait été sélective. C'était un prisonnier de la crise anglophone. On n'a pas vu ce ramdam de réaction venant ici et là, à l'intérieur comme à l'extérieur. On n'a pas vu ça. Mais je peux également dire que si l'image précédente du prisonnier de la crise anglophone qu'on avait vu menotté sur son lit n'avait pas connu, n'est-ce pas, un tel écho, c'est que cette seconde image a provoqué un tollé général parce que beaucoup de gens ne veulent plus voir de telles images. Je pense cela comme ça. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ce qui me réconforte dans les réactions que j'ai pu lire ici et là, c'est que de manière transpartisane, de manière citoyenne, j'ai vu des Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de toutes les formations politiques, s'indigner face à ces images choquantes du militant d'une formation politique de l'opposition. Et j'en profite pour féliciter, n'est-ce pas, Madame le porte-parole, responsable de la communication du PCRN, n'est-ce pas, qui a réagi dans un post pour décrier ce caractère inhumain que l'on perçoit à travers l'image de ce militant de la formation politique du MRC, qui n'est pas sa formation politique. C'est pour ça que je dis, c'est très fort. Lorsque Anne Fégonte a réagi pour décrier ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'attends des responsables de toutes les formations politiques. Ne réagissez pas seulement lorsque votre militant est concerné. Réagissez chaque fois que la dignité humaine est menacée partout. Que ce soit dans votre formation politique ou dans toutes les autres formations politiques, que cela concerne toutes les autres personnes. Parce que nous sommes humains et nous devons reconnaître en chaque personne l'humanité qui est en nous. Je voudrais, avant de chuter, rappeler que le Cameroun est signataire et a ratifié la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et seulement parce que le Cameroun fait partie des États partis qui doivent éviter et sanctionner la torture, je pense que le Cameroun, le gouvernement du Cameroun, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit de telles images, c'est une réalité qui est permanente au Cameroun depuis 2016, depuis le début de la crise anglophone, depuis la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2017, et même depuis la crise post-électorale, avec les marches pacifiques du MRC, où il y a eu une première vague de personnes arrêtées en janvier 2019, qui n'ont été libérées qu'à la faveur d'un arrêt de poursuite en octobre 2019. Et il y a une deuxième vague depuis le 22 septembre de militants et sympathisants du MRC
qui sont en prison depuis plus d'1 an. La récurrence des arrestations, des détentions arbitraires, et des actes de cruauté, de torture, interpelle le gouvernement camerounais et le chef de l'État en particulier. Nous ne pouvons pas, le Cameroun ne peut pas signer, ratifier une convention internationale et continuer à torturer les citoyens camerounais en violation de toutes les dispositions de la dite convention, notamment l'article 4 de la dite convention, qui dit que les États partis doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les actes de torture se réalisent dans leur pays, mais surtout doivent faire en sorte que l'acte de torture soit sanctionné comme une infraction dans le cadre de son droit pénal. C'est le cas au Cameroun, mais visiblement, ces actes de torture ne sont pas sanctionnés au Cameroun. Il faut se poser des questions. Sommes-nous véritablement un état de droit? Que font ces militants et sympathisants du MRC depuis plus d'1 an en prison? Que font les Mamas Pilon en prison? Les Bibounissak, Alain Foguet, Salomon Béas et tous ceux qui sont retenus dans les liens de la prévention pour des actes où jamais ils n'ont pris une arme, même une arme blanche, mais qui sont arrêtés, jugés devant les tribunaux militaires. Il faut que cela cesse. Il faut que le Cameroun donne une image à l'international qui reflète le respect de l'humain. Alors, concernant cette préoccupation, Serge Sor, le traitement réservé à ces prévenus qui disent être des prisonniers politiques, qui ont déjà fait 13 mois en détention sans jugement et avec cette image d'un septuagénaire qui est enchaîné comme un animal sur un lit d'hôpital. Pour vous, qu'est-ce qui explique un tel traitement réservé à ces prévenus qui font essentiellement des activités politiques et qui estiment qu'ils ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique? Je vais peut-être surprendre la communauté nationale et peut-être internationale parce que, vous voyez, ce n'est pas s'intéresser à un événement, un phénomène secondaire qui est une conséquence qui va résoudre le problème de fond. Parce que nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous avons toujours soutenu qu'il y a ce que nous avons proposé, c'est-à-dire une république, et ce qui est en place, un régime de privilèges. Qui se souvient du wagon 31047? Qui? Des détenus au Cameroun, le système carcéral au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, dans un régime de privilèges, c'est ça son fonctionnement. Vous n'avez peut-être déjà vu qu'un seul. Moi, j'ai vu régulièrement des détenus enchaînés dans les hôpitaux. Régulièrement. Vous avez déjà fait un tour dans une cellule? Moi, j'ai déjà fait des tours dans des cellules. Et j'ai été détenu en cellule. L'inhumanité des régimes de privilèges est indescriptible. Si vous aviez une image de l'enfer, les prisons pour ces régimes sont les antichambres de l'enfer. Vous savez, il y avait eu un débat un jour sur le problème carcéral. Et un ministre disait que c'est quand même les prisonniers. Et un ancien prisonnier lui a dit que si dans la salle, avec le confort que nous avons ici, si on nous dit maintenant que personne ne sorte plus, c'est largement suffisant pour que certains deviennent fous et dont on n'a pas besoin de les maltraiter. Sauf que nous sommes dans des pays qui n'existent pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur les débats qui vont nous distraire au moment où le Cameroun doit changer. Quel est l'intérêt d'une telle politique? Cette politique a pour seul intérêt de préserver le pouvoir. Qui s'indigne quand les fous déambulent et apportent atteinte à la pudeur à nos petits-enfants? Vous croyez que ce n'est pas grave? Qui s'indigne dans cette république quand on viole la loi de manière ostentatoire, y compris pour vous et moi? Qui? Je peux prendre des millions de cas sur chaque secteur de la vie où la loi est violée permanemment au Cameroun et où les Camerounais sont réduits à l'animalité. Parce que nous aimons interpréter les choses quand ça reste physique. Mais vous savez, c'est comme les discours sur la paix. Vous ne pouvez pas dire à un affamé qu'il est en paix. C'est faux. Donc pour moi, c'est une séquence de plus qui doit plutôt nous interpeller pour un combat commun, qui est celui de changer de république.
les républiques dans lesquelles nous sommes embarqués depuis presque 100 ans conduisent au chaos, y compris dans les pays qui les ont inventés. Comme disait Aimé Césaire, quand une civilisation n'arrive plus à résoudre ses problèmes, c'est que c'est une civilisation qui est en train de s'effondrer et le monde est en train de s'effondrer. Sauf que dans cet effondrement, nous sommes les derniers de la classe. Donc c'est nous qui subissons les affres de tout ce que les autres ont de manière feutrée et aseptisée. Donc c'est ce qui arrive Mais on a vu à ce camarade. Mais on a vu cette justice, par exemple, accorder une liberté provisoire à l'artiste C'est ténor pour ça qu'on a. C'est pour ça que je parle alors qu'il est impliqué dans un C'est pour ça que je vous parlais de régime de privilège. Vous savez ce qu'on appelle le régime de privilège. Comment vous le résumez? Quelques images pour que les Camerounais... C'est-à-dire que celui qui a le pouvoir est libre et tous les autres sont esclaves. Ahidjo était le seul citoyen libre au Cameroun, tout le peuple était en esclavage. Biya, c'est la même chose. Biya est le seul citoyen libre au Cameroun, nous autres, nous sommes tous ses esclaves, sauf ceux qui ont décidé de désobéir et de subir. Nous allons vous dire, vous savez, quand il avait dit que les Camerounais n'ont plus le droit de se cacher pour exprimer leur opinion, vous savez ce qui est arrivé à ceux qui sont rentrés, non? Beaucoup se sont retrouvés en prison pour avoir voulu créer un parti politique qui du moins existe depuis 1966 en droit d'exercice. En 92, tous les Camerounais, y compris tous les bons militants juristes que nous avons, ont refusé de reconnaître que l'UPC avait le droit d'exercice légal. Alors que c'est ça la vérité. Mais personne n'a osé attaquer l'État parce que chacun est accroché à son privilège. Je peux vous citer des milliers si je m'arrête à l'UPC. Mais je dis sur le plan des droits des prévenus. Alors la présomption d'innocence est la règle. La condamnation est l'exception. Pourquoi on enchaîne quelqu'un qui n'est que prévenu? Mais maintenant, allons au-delà. Après la gesticulation, qui a osé porter plainte à l'État du Cameroun? Moi, j'ai déjà demandé dans plusieurs plateaux que les gens se constituent, qu'on dépose des plaintes chaque fois qu'il y a... C'est pas ça. On a des avocats, il faut que des gens s'engagent. C'est comme ça qu'on va faire avancer le droit. Vous savez que l'UPC est au tribunal avec toute l'administration du Cameroun. Il faut poser ses actes. J'ai un camarade qui vous dit tout le temps ici que nous sommes complices du non-avancement de notre état de droit. Parce que dès que quelqu'un est à terre, il reste chez lui. Et souvent, quand vous commencez, on vient vous dire que vous voulez montrer quoi? Les gens qui sont autour de vous, ils disent que non, vous ne pouvez pas. Alors qu'il faut essayer. Chez les autres, c'est ça. Il y a des collectifs. Dès qu'il y a le moindre aspect, qu'on dépose une plainte contre l'État du Cameroun, qu'on dépose une plainte contre ceux qui sont venus enchaîner ce monsieur. Et comme ça, on verra. Ça pourra prospérer ou pas. Mais c'est à ce moment-là. Mais jusque-là, il faut aller au fond. Les batailles de fond sont les batailles d'imposition du système que nous avons proposé. Parce qu'il n'y a que deux systèmes. Celui que l'UPC a défendu et celui qu'on nous a imposé. Mais on a suivi le ministre de la Justice il y a quelques jours rappeler à l'ordre à la fois les magistrats et les responsables de l'administration pénitentiaire pour leur demander de revenir aux fondamentaux, de respecter la loi et de respecter la dignité des justiciables, mais aussi de... Quand le cadre lui-même ne respecte pas la dignité, quand vous donnez à quelqu'un qui gère la prison, une prison de 500 places, vous lui envoyez 5000 personnes, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Le ministre a fait dans la forme, il a tenu des propos, juste pour remplir l'espace, le vide. Mais il sait très bien que c'est impossible. Il sait que c'est impossible parce que lui-même sait que son régime n'a rien fait pour que cela se passe. Vous allez aller en cellule. Alors, on construit une cellule. Faisons une exposition simple. On construit une cellule qui est un endroit où on va détenir les gens en permanence. On y met des toilettes que vous avez dans votre maison domestique, c'est-à-dire des chasses qui sont prévues pour 18 touches, alors qu'on sait que là, les gens vont les actionner 100 000 fois. On met une pièce de 10 000 tours. Ça se gâte. On vous met un seau dans la cellule, dans une pièce de 9 mètres carrés où vous pouvez être 50. Alors, le ministre veut que le commissaire qui est là fasse quoi? Qu'il mette ces gens dehors. La règle, c'est que quand on vous prend... Vous savez, il y a une idiotie qui circule depuis peut-être 6 ans qu'on est en crise dans cette région. Ouais? On fait descendre des citoyens pour leur demander leur carte d'identité. C'est-à-dire que l'expression du nazisme. C'est pratiqué au Cameroun, on vous dit que c'est un contrôle. Tout le monde sait que ce n'est pas ça qui permet qu'on arrête ceux qui viennent attenter à l'État. C'est juste une intimidation. Vous savez, c'est Hitler qui avait créé ce système pour montrer à tous les citoyens que personne n'a de la valeur devant un homme en tenue. Mais est-ce que ce contrôle d'identité ne vise pas il faut même changer la loi. La non, c'est pas ça qui fait lutter, pas ce contrôle-là. S'il entre dans le bus, il court quel risque?
s'il entre dans le bus pour demander les pièces d'identité aux citoyens? C'est pas les impôts des citoyens qui l'habillent, c'est pas les impôts des citoyens qui lui donnent son arme, c'est pas les impôts des citoyens qui lui donnent sa solde à la fin du mois. Pourquoi faire marcher? Moi, j'ai été gêné ce matin qu'on fasse marcher sous la pluie des mamans qui étaient plus âgées que moi. Et cela semblait plutôt faire rire ces jeunes hommes qui me disaient, et citoyens, c'est quoi, nous ne le sommes pas? Allez, elles étaient... Parce que le danger, quand vous laissez prospérer ces régimes, c'est que ça animalise même ceux qui exécutent. Essayez d'interpeller le monsieur qui a enchaîné monsieur Maurice. Vous lui posez la question, vous serez gêné. Parce que lui-même va se sentir mal à l'aise. Mais sous le coup, souvent, il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis l'indignation doit m'aller. Parce que cette perpétuation déshumanise même ceux qui exécutent. Et nous pouvons prendre comme ça des pans du régime où nous sommes en train d'aller vers la catastrophe. Parce que d'un côté, nous fabriquons des monstres. Et à un moment donné, la population aussi va commencer à réagir en monstre. Et nous aurons ce que nous avons au nord-ouest et au sud-ouest, au nord, à l'extrême nord, à la Damawa et à l'est. Parce qu'il faut dire à l'ensemble des Camerounais la vérité, y compris aux camarades du RDPC. Parce qu'ils ont j'ai l'impression que pour eux, quand ça arrive aux autres, ça va. Oubliant qu'ils ont leurs camarades de l'autre côté. Et tout le monde s'était indigné. Moi, j'étais hyper gêné quand j'ai vu le professeur Gervais Mendoza sur un lit d'hôpital. J'étais hyper gêné. Pas parce que j'ai de l'affection pour ces gens-là, non. Pour moi, c'est eux qui sont cause, mais il reste des hommes. Et on ne doit pas pousser un homme à ce niveau parce que la réaction de ses fils ou bien de ses amis peut être dangereuse pour la République. Vous savez, Abou Nidal était un médecin. C'est quand Israël fait tomber une bombe sur sa clinique qu'il devient terroriste. Ce qui est en train de se passer devrait interpeller tous les Camerounais, peu importe leur bord politique. Sauf que ça devrait être une interpellation non pas sélective, mais objective et constructive, pour que notre République ne sombre pas dans le chaos. Parce que quand commencent à se multiplier ces signes, ce sont les signes prémonitoires d'un chaos national. Après vous, Serge Soro, Jean-Claude Diouf, êtes-vous d'accord avec cette image, cette décision d'enchaîner un prévenu de cet âge-là qui est malade sur un lit d'hôpital? Il est important, puisque nous sommes en train de parler ici du caractère humanitaire, il est important que nous changeons aussi notre vocable, parce que à l'utilisation de certains mots, nous-mêmes, nous sommes déjà en train d'être inhumains. Par exemple, n'appelons plus ces prévenus, par exemple prisonniers, appelons-les des pensionnaires. N'appelons plus nos prisons, parce que ces prisons, au sens de la société, ont des fonctionnalités. Ce sont des maisons d'arrêt, des maisons correctionnelles. Alors, à partir de ce moment-là, où nous commençons d'abord nous-mêmes à considérer que, ok, ce sont des pensionnaires, soit des maisons correctionnelles ou des maisons d'arrêt, nous avons déjà une image de ce que la société souhaiterait lorsque vous êtes interpellé. C'est ça le problème. C'est-à-dire, les uns les autres sont en train de parler de ceci, mais nous sommes en train de dire ici que la société est régie et régentée par des règles. Et ces règles-là, tous ceux qui se mettent en marche de ces règles-là se retrouvent dans des zones dites qui peuvent être considérées comme des zones d'introspection. Par exemple, nous avons des maisons d'arrêt, nous avons les maisons correctionnelles, nous avons les asiles, nous avons des camps de réfugiés, nous avons des maisons de retraite. Tous ces éléments-là, c'est toujours une forme de privation et de réduction de la liberté. Pourquoi vous ne vous indignez pas, par exemple, face à des camisoles de force? Pourquoi on ne s'indigne pas lorsqu'un joueur de football qui tombe sur la pelouse, il est porté sur une civière, mais il faut d'abord ceinturer. Il faut aussi vous poser la question, pourquoi on ceinture à ce niveau? Pourquoi on a besoin de parler des camisoles de force? En dehors de ces éléments-là, la société reproche un certain nombre de choses
ou bien vous reproche à ceux-là un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on voudrait éviter? Les évasions. Où sont donc les différentes possibilités d'en arriver à des évasions à partir des maisons d'arrêt ou bien des maisons correctionnelles? C'est par exemple au niveau de l'infirmerie, mais infirmerie extérieure, parce que je mets par exemple Maître Roland Djehou et M. Serge Sor à l'épreuve. Lui qui dit qu'il a connu l'épreuve de la cellule, je ne sais pas s'il a connu l'épreuve jusqu'au niveau de la maison d'arrêt ou de la maison correctionnelle, nous dit qu'à l'infirmerie interne, on soigne là-bas étant menotté. Non. Nous dit par exemple que les pensionnaires de ces maisons d'arrêt ou correctionnelles, lorsqu'ils sont dans leur cellule de prison, sont menottés pour pouvoir dormir. Ce n'est pas le cas. Maintenant, lorsqu'on a donc besoin d'administrer des soins sur le plan extérieur, vous avez donc cette possibilité d'infirmerie sur le plan extérieur, vous avez les transferts d'une prison à une autre, vous avez également la possibilité, lorsqu'on les amène vers le tribunal, c'est des risques pour les forces de maintien de l'ordre de sécurité où les risques d'évasion sont élevés. Imaginez-vous, chaque fois où on nous a dit il y a eu 2, 3 tentatives ou bien évasions à la prison de New Bell. La même société qui est en train de parler d'indignation aujourd'hui est souvent apeurée. Les uns et les autres commencent à dire « Ah ben nous ne serons plus en sécurité, nous ne pourrons plus marcher facilement. » Parce qu'en réalité, ces prévenus, ces pensionnaires n'ont pas la même notion de compréhension du caractère humain. S'ils ont la même notion et la même compréhension du caractère humain, nous n'aurons pas besoin des prisons. Parce qu'en réalité, M. Cédric, je vais vous considérer comme mon propre frère, comme moi-même. Je n'aurai pas besoin de vous assassiner. Je n'aurai pas besoin de vous agresser. Je n'aurai pas besoin de vous voler. Je n'aurai pas besoin de vous violer ou bien de vous violenter. Ou de manifester pacifiquement. Je ne sais pas. Je vous ai écouté religieusement tout à l'heure, vous tous. Apparemment, vous avez besoin de réagir. Mais vous allez réagir. Nous sommes là pour le débat. Mais nous disons que c'est parce que les uns et les autres ont perdu la notion de compréhension du caractère humain qui nous ont posé un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles par la loi et par la société. Je vous en prie, Jean-Claude Diouf, nous sommes sur un cas précis. Est-ce que le dossier judiciaire de ce sexagénaire, presque 70 ans septuagénaire, était de nature à permettre à ce qu'il soit identifié comme un criminel de grand chemin qui pourrait s'évader de l'hôpital à la Quintini et commettre des crimes et des forfaits dans la société pour justifier ce cadenas et cette chaîne posée sur ses jambes? Là, nous sommes dans les incantations. Nous allons commencer à nous poser la question de savoir, est-ce que le pensionnaire ou bien un prévenu va-t-il se comporter de manière normale ou pas? Jean-Claude Diouf, il y a des faits. C'est 13 mois de détention. L'on connaît les circonstances d'arrestation de ces personnes et l'on voit que dans leur comportement en prison, on n'a pas suivi les différents régisseurs se plaindre de l'attitude de ces prévenus-là. Encore plus qui, depuis près d'1 an, attendent d'être jugés. Alors que durant cette année 2021, il y a un artiste tout de même qui a été arrêté dans le cadre d'un accident où il était impliqué, qui a coûté la vie à une jeune camerounaise et belge. Et lui, après quelques semaines seulement de détention, a été relaxé, liberté provisoire, pour aller se faire soigner. Comment expliquer qu'une personne âgée du 3e âge, elle, soit autant enchaînée sur un lit d'hôpital? Comment expliquer ce contraste avec l'attitude de la justice? Est-ce que lorsqu'on est une personne du 3e âge, on ne peut pas être un criminel de grand chemin? Est-ce que lorsqu'on est une personne du 3e âge, on ne peut pas abattre son prochain? Donc il est un criminel de grand chemin. Je suis en train de donner l'exemple en m'appuyant. Non, vous avez un cas concret. Mais j'ai l'impression que... Non. Mais qui pose la question? Il a la parole. Oui, mais apparemment, vous ne voulez pas des réponses. Jean-Claude Diouf, je vous en prie. Jean-Claude Diouf a la parole. Oui, Jean-Claude. Laissons qu'il nous explique. Jean-Claude, expliquez-nous. Les téléspectateurs le suivent, mais messieurs, soyons courtois à son égard. Nous disons que
la société a aussi le devoir de protéger les uns les autres. Et nonobstant dans le fait que on ne sait pas exactement ce que quelqu'un est capable de faire, nous avons vu des gens à main nue les transformer en armes blanches, en armes même de destruction, ainsi de suite. Donc, ce que voudrait dire que quoi? Il existe des règles. Vous avez déjà vu, par exemple, les arrestations uniquement, je dis arrestations ou interpellations, par exemple aux États-Unis. La manière dont vous deviez être couché au sol et menotté et monté dans le véhicule de police. Vous allez dire quoi face à cela? Pourquoi il n'y a pas eu cette même mobilisation contre vos camarades du RDPC qui, ces dernières semaines, pendant le renouvellement des organes de base du RDPC, ont commis également d'importants forfaits, des forfaits graves, de barricades sur la voie publique, d'utilisation des armes à feu, de bagarres sur les lieux publics, troubles graves à l'ordre public, comme les différentes autorités ont l'habitude de le faire, jusqu'à l'incendie de la résidence d'un sous-préfet, un bâtiment public, un bâtiment de l'État. Pourquoi n'y a-t-il pas eu cette même mobilisation dont vous êtes en train de faire la description contre ces militants du RDPC qui ont été pris en flagrant délit à travers les images qui ont été diffusées? En flagrant délit par qui? Et autre chose, la mobilisation faite par qui? C'est de ça dont il est question. En flagrant délit par qui? Constaté par qui? Et fait par qui? La plainte vient d'où? Par contre, les militants dont vous êtes en train d'évoquer, ceux du MRC, nous n'avons même pas d'abord la même compréhension des chefs-lieux d'accusation. Parce que certains disaient que non, ils étaient en train juste de marcher de manière pacifique. Mais ils ont été aussi accusés d'insurrection, de renversement des institutions de la République. C'est de ça aussi dont il est question. Maintenant, l'affaire est pendant la justice. Nous ne commentons pas les affaires qui sont pendant la justice. Parce que nous laissons. Et nous disons par exemple que si nous voulons que notre société continue à être une société de droit, nous laissons la possibilité de la justice de faire son travail. Alors, lorsque vous avez besoin d'une liberté provisoire, vous demandez à un juge, un avocat est là, il nous dira. Maintenant, le juge... Vous voulez dans le nombre de demandes? Est-ce que c'est basé, même la loi ne définit pas le nombre, c'est pas basé au prorata des demandes. Je vous enseigne qu'il n'y a pas que la privation. Je vous en prie, Roland, permettez que... C'est pas basé au prorata du nombre de demandes, mais c'est basé sur des faits et sur la capacité dont le juge estime que vous êtes en même de mériter cette liberté provisoire. Si il juge qu'il n'a pas toutes les garanties nécessaires pour pouvoir poursuivre l'affaire, il ne vous accorde pas cette liberté provisoire. Et maintenant, vous avez d'autres voies de recours pour pouvoir commuer des peines. Mais lorsque vous avez, par exemple, connu une affaire dont la condamnation a été ferme et totale, nous disons ici que personne ne pardonnera cet État. Si nous commençons à connaître, par exemple, des cas d'évasion, parce que tout le monde peut, par exemple, dire « j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien ». Et à partir de l'hôpital, puisqu'on sait que l'hôpital n'est pas une maison d'arrêt, ni une maison correctionnelle, alors on n'a pas le même dispositif sécuritaire, parce qu'en réalité, tous les citoyens ont droit à accéder à l'hôpital. Que faire? Est-ce qu'on doit, par exemple, priver les Camerounais et les autres citoyens de leur droit d'accès à la santé de par le fait qu'il y a un prévenu qu'on est en train de soigner, par exemple, dans un service ou bien dans un autre, ou bien voir un dispositif sécuritaire impressionnant? Non, on se dit, OK, on peut s'entourer d'un certain nombre de mesures qui puissent empêcher l'évasion. C'est de ça dont il s'agit, parce que lorsqu'il y a eu évasion, tout de suite, il y a une insécurité sur toute la ville. Donc, il y avait un risque d'évasion. Il y a toujours un risque à chaque fois. Et se prévenir, on ne peut pas minorer dans le cadre des manifestations organisées par une formation politique. Quel qu'en soit, les mesures d'ordre sécuritaire s'imposent et doivent toujours être respectées parce qu'en réalité, la société est organisée de telle façon que si vous avez commis des crimes ou bien vous êtes constaté ou bien reconnu comme hors la loi, la société vous punit au sens de la loi et on voudrait que la peine puisse être respectée ou bien assumée. Mais maintenant, ce n'est pas par des modes d'évasion où on puisse se dire que non, ça n'a pas été fait. Alors, à partir de ce moment-là, on doit s'entourer de tous les éléments d'ordre sécuritaire. On regrette le fait que, sur le plan humanitaire, effectivement, lorsque nous voyons un malade et qu'il est, par exemple, menotté, ça cause un problème. Mais le problème qui se pose, c'est qu'entre qu'il soit menotté et qu'il reçoive les soins rapidement et ensuite il rejoint sa cellule au niveau de la maison d'arrêt ou bien au niveau de la maison d'arrêt par exemple,
Et après, il n'est pas menotté là-bas, et ainsi de suite. Mais, et en temps, l'hôpital continue à servir tout le reste des personnes. Ce qu'on ne voudrait pas en arriver, c'est l'évasion. Parce que ça crée cette insécurité. Après vous, Jean-Claude Diouf, Roland Diouf, est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument selon lequel il faudrait maintenir cette chaîne et ce cadenas pour éviter une évasion et mettre en sécurité les autres patients admis dans l'hôpital et les Camerounais dans le reste de la société? Que pensez-vous de cet argumentaire? Alors, je commence par, je ne sais pas, sauter de mon siège, parce que j'ai entendu beaucoup de choses précédemment qui sont de nature à faire un seul tour à votre sang. La première des choses que je dois rappeler à M. Yout, c'est que, comme ceux qui le mandatent, ils ne savent faire qu'une seule chose, précisément, c'est-à-dire réprimer. Ils ont oublié que lorsque le nouveau code, c'était à l'époque nouveau, le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur, il y avait une innovation particulière sur le traitement des prévenus, justement. C'est que, à côté de la fameuse détention préventive, qui devient aujourd'hui la détention provisoire, il y a ce qu'on appelle la surveillance judiciaire. C'est prévu par le Code de procédure pénale. C'est-à-dire quoi, M. Yout? C'est que, poursuivi pour les infractions, vous pouvez, au lieu d'être privé de liberté au moyen d'un mandat de détention provisoire, être simplement mis sous surveillance judiciaire. Et là, vous êtes dans la société comme monsieur tout le monde. Vous avez simplement des obligations particulières qui pèsent sur vous. Celle, par exemple, de signaler votre présence dans un commissariat de police, celui qui sera indiqué par la décision qui vous met sous surveillance judiciaire. Par exemple, une mesure qui vous prive de la possibilité d'avoir votre passeport pour aller hors du pays ou même de sortir des limites territoriales d'une région, etc., etc. Ça s'appelle la surveillance judiciaire. Et pour votre gouverne, M. Yout, on n'est pas en France ici. Vous avez parlé de maisons d'arrêt et de maisons correctionnelles. Pendant que vous le disiez, je réfléchissais, je cherchais dans mon esprit. J'ai quand même pas beaucoup d'années d'expérience comme avocat, mais ma petite expérience devrait pouvoir me permettre de savoir si ça existe au Cameroun des maisons d'arrêt. Parce que précisément, le contexte que vous avez voulu transposer au Cameroun sans y parvenir précisément, c'est que ailleurs, on ne mélange pas les personnes sous le régime de la détention provisoire avec celles sous le régime de la condamnation. On ne les mélange pas. Il y a des prisons pour des personnes condamnées, et d'ailleurs avec des quartiers spécifiques, parce qu'on ne mélange pas non plus les mineurs, les femmes, les hommes, et parmi les criminels, on ne mélange pas les auteurs reconnus coupables d'infractions, par exemple, de mœurs, avec des personnes susceptibles d'être leurs victimes. On ne mélange pas les condamnés à mort avec les autres condamnés, par exemple. Ça, c'est pour les prisons. D'un autre côté, il y a effectivement ce qu'on appelle les maisons d'arrêt. On a ailleurs, par exemple en France, on n'a pas osé les appeler prisons parce qu'elles sont simplement supposées vous retenir le temps de la détention provisoire en attendant que votre procès aille jusqu'au bout. Il n'y en a pas au Cameroun à ma connaissance. D'ailleurs, ce qu'il y a au Cameroun, c'est des camps militaires qui ont subrepticement pris la qualité de prison. On a connu une prison secondaire à Yaoundé qui n'est rien d'autre en fait qu'un camp militaire. Ouais. Ça, c'est le Cameroun, ça, c'est l'innovation camerounaise. C'est qu'au lieu d'aller vers plus d'humanité, on a juridicisé, on a légalisé l'inhumanité en donnant un vernis légal à une pratique illégale. On a transformé un camp militaire. Le CED, par exemple, est un camp militaire. Je ne vous le souhaite pas, ni pour vous, ni pour un de vos proches. Je ne vous souhaite pas d'avoir quelqu'un, même une personne poursuivie, de droit commun, séjournant au CED, je ne vous le souhaite pas. Parce que même simplement lui rendre visite est une torture pour vous qui lui rendez visite. Faites-y un tour et revenez, on en parle. Je vous parle là, cette fois-là,
du Cameroun, pas de ce pays que vous avez semblé décrire, pas ce Cameroun où il existerait des voies de recours, pas ce pays où on fait des demandes de mise en liberté et on espère qu'objectivement un juge se penchera dessus. En tout cas, en ce qui concerne nos camarades, nos amis politiques, nos prisonniers politiques, nous avons pris acte de ce que la justice est un grand mot pour eux. C'est d'ailleurs pour ça, et comme vous le savez, que les avocats du collectif Sylvain Swop ont décidé souverainement et, à mon avis, de manière totalement responsable, de déposer leur robe, simplement pour que ce qui a déjà été décidé par vos camarades, qui sont subitement aveugles lorsqu'il s'agit de Bengbis. Ou bien parce qu'ils n'ont pas pu apporter des preuves. Tout à l'heure, vous vous offusquiez de ce qu'on peut prendre la parole. C'est juste pour vous relancer aussi. Parce que vous êtes devenu le journaliste. Parce que vous êtes devenu le journaliste, j'imagine. Roland Dieu a la parole. Probablement, cela a changé entre-temps. Entre le moment où vous avez terminé de parler et celui où j'ai pris la parole, vous êtes devenu le modérateur. Je vous l'accorde, monsieur Yout. Comme vous me relanciez, je vous disais donc... Vous ne commentez pas les décisions de justice, j'ai cru entendre, mais vous êtes certain que nos demandes de mise en liberté, je reste mesuré comme vous, n'avaient probablement pas tous les arguments de droit justifiant qu'ils soient accordés. Soit, mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid, comme on dit trivialement au quartier. Vous ne pouvez pas avoir 124 personnes, des procédures que je ne peux même pas citer tellement elles sont nombreuses. Mais vous voulez expliquer aux Camerounais que le collectif des avocats Sylvain Swop, ce sont les plus piètres avocats du Cameroun. Ils sont incapables. Oui, je le dis. Je le dis, je parle encore. Ils sont incapables de formuler des demandes de mise en liberté provisoire. Ça, c'est une compétence qu'ils n'ont pas. Ils sont incapables de convaincre les juges que leurs clients, par exemple, ont été arrêtés dans des conditions illégales, ce qui saute aux yeux. Et là, je vous parle d'une procédure que vous connaissez peut-être, ça s'appelle l'habeas corpus. Les juges d'habeas corpus, sans avocat, sont supposés, lorsqu'il y a détention illégale et arbitraire, ordonner la mise en liberté immédiate. Je vous parle là d'une compétence, je dirais même d'une obligation du juge. C'est-à-dire que sans avocat, si on établit, et cela est facile à établir, moi, j'ai personnellement suivi des dossiers d'habeas corpus dans lesquels on conduit la personne détenue devant le juge de l'habeas corpus et il n'y a pas de titre de détention dans son dossier pénitentiaire. Le juge ordonne au chef d'escorte, séance tenante, de fouiller le dossier pénitentiaire pour vérifier s'il y a un titre de détention et il n'y en a aucun. Mais on réussit quand même à renvoyer l'affaire, parfois à la demande du ministère public, pour produire le titre de détention. Et tenez-vous tranquille, ce titre n'est pas produit à la prochaine audience. Ce titre est produit 4, 5, 6 audiences plus tard, dont le juge avait la possibilité pendant 3 mois de constater, on n'a pas dit d'inventer, de constater que ce monsieur est en prison et il n'y a aucun titre de détention justifiant sa présence en prison. C'est parce que nous sommes incapables de démontrer ça que les demandes ne sont pas accordées. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. De toutes les façons, c'était rhétorique. De toutes les manières, les téléspectateurs qui nous observent, qui vivent cela au quotidien, monsieur Yout, parce que la vérité, c'est que nous parlons en fait des choses que les Camerounais vivent au quotidien. Nous ne venons pas ici faire l'intéressant. Nous ne parlons que de ce que les Camerounais vivent au quotidien. Si nous parlons singulièrement de ce que vivent les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et en particulier le cas de M. Maurice Oufo, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des cas qui, honnêtement, et vraiment ça c'est sans parti pris politique, défraient la chronique. Et je suis outré, vraiment outré de noter que vous pouvez avoir des comparaisons aussi simplistes que de dire chacun de nous avons des bras donc qui peuvent être utilisés comme des armes. Suivons donc votre logique qu'un camion
gare sous cet immeuble juste après l'émission et qu'il nous embarque tous. Parce que je crois que nous avons tous des bras, nous aussi. Donc nous sommes des menaces potentielles, puisque armés, selon votre logique. Si on doit raisonner comme ça, monsieur Yout, alors il ne faudrait pas seulement construire une seconde prison ou une troisième prison. Il faudrait en construire autant qu'il y a de maisons. Il faudra aussi noter qu'il faut penser à réviser le code de procédure pénale pour inscrire en lettres, blanc sur noir, noir sur blanc, pardon, que désormais ne rêvez plus d'avoir éventuellement un jour la liberté lorsque vous êtes soupçonné d'avoir commis un impair. Vous serez privé de liberté parce que nous, désormais, nous considérons que c'est la privation de liberté qui est le principe et non ce qui est dit dans le code de procédure pénale et que la liberté, c'est l'exception. Je termine en disant que la justice, c'est la colonne vertébrale de l'état de droit. Et à la faveur de la rencontre que le garde des Sceaux a eu avec les chefs de cour, je me dois, et je le dis à la suite de M. Soro qu'il a introduit tout à l'heure avec beaucoup de pertinence, qu'il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais que c'est simplement de la cosmétique qu'on veut faire. Parce que ce sont justement les chefs de juridiction, notamment les responsables en charge des parquets généraux, pour la grande majorité d'entre eux, qui sont responsables de la population carcérale, qui, parce que justement, ont souvent une politique de placement en détention provisoire systématique, remplissent des prisons qui sont faites pour justement accueillir les prisonniers et pas les prévenus. Ces mêmes magistrats avaient la possibilité de substituer aux mesures de privation de liberté envisagées d'autres mesures. Cela n'aurait pas fait souffrir la société plus que cela. Surtout que, et rappelez-moi si je me trompe, jusqu'à ce matin encore, je n'ai pas entendu la suite de l'affaire des 180 milliards. Je crois que là aussi, il faudrait avoir la même hargne. Vous parlez du Covid-Gate et de l'enquête judiciaire autour. Bien entendu, monsieur Noufele. Je ne suis pas certain que les criminels qui ont été décrits par monsieur Yout se retrouvent seulement parmi les marcheurs pacifiques. Oui, parce qu'il faut désormais admettre dans la terminologie publique camerounaise que manifester pacifiquement est un crime crapuleux qui mérite de prendre toutes les mesures pour éviter des évasions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on marche pacifiquement au Cameroun, on est poursuivi pour hostilité contre la patrie, insurrection, renversement des institutions de la République. C'est rien que ça. Vous qui avez dit le chassement. C'est rien que ça. Donc, que vous avez parlé du chassement à la veille. J'aimerais que ceux qui ont pris des libertés avec la vie des Camerounais aux encablures de la lutte contre la Covid-19 soient enchaînés sur des lits d'hôpitaux pendant qu'on fouille encore pour savoir s'ils ont effectivement pris un copec de la fortune publique. Je ne parle même pas de cette canne qui est très sucrée, parce que 3 000 milliards de budget, c'est vraiment très sucré. Après vous, Maître Roland Duhaut, Edmond Kamgia, que devient donc cette justice 39 ans après son accession à la magistrature suprême? Le chef de l'État, selon la Constitution, est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais lorsqu'on écoute les faits relayés ici par Maître Roland Duhaut, qui est en charge des questions judiciaires au sein du MRC, il ressort le fait que ces militants sont victimes d'une cabale judiciaire, alors que dans d'autres cas, le gouvernement a évoqué la présomption d'innocence des personnalités de haut rang présumées impliquées dans le Covid-Gate. Que devient donc cette justice à l'aune de ces 39 ans d'exercice du pouvoir du président de la République? D'abord, pour entrer pleinement dans la constitution du Cameroun, la constitution du 18 janvier 1996, qui consacre l'égalité des citoyens devant la loi, qui consacre le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi, par rapport à ce que l'on observe sur le terrain, sur la réalité de la justice au Cameroun, nous craignons de dire qu'il y a constamment 2 poids 2 mesures. Nous observons
que certains citoyens ne seraient pas égaux aux autres citoyens, mais seraient même au-dessus de la loi. Il y a beaucoup de faits qui le montrent dans l'actualité judiciaire au Cameroun et même dans l'actualité politique. Tout à l'heure, nous évoquions sur le plateau le cas d'un artiste célèbre qui a bénéficié, n'est-ce pas, d'une liberté provisoire, alors que d'autres personnes dont les avocats ont sollicité la liberté provisoire depuis plus d'un an, n'ont pas réussi à l'obtenir. Nous voyons constamment sur le terrain des citoyens casser les boutiques, casser les magasins d'autres compatriotes, n'être pas interpellés du tout, n'être pas arrêtés, ne subir aucun interrogatoire, ou à tout le moins une information judiciaire, qui déambule dans les rues, après avoir cassé les boutiques, mangé des biscuits et tout. Je ne voudrais pas rappeler les lieux, les villes où ça s'est passé, à Saint-Mélima et à Bolova. Nous avons l'impression dans ce pays que lorsque vous naissez, ou alors lorsque vous êtes ressortissant de certaines localités du sud du Cameroun, vous êtes des Camerounais à part entière. Lorsque vous naissez, ou alors lorsque vous êtes ressortissant des régions qui ne sont pas du centre, qui ne sont pas du sud, vous êtes des Camerounais à qui il manque quelque chose pour être des Camerounais à part entière. Ça, c'est la réalité sociale, politique et judiciaire, juridique du Cameroun. C'est la réalité. La réalité montre que tout ce que Paul Biya a envisagé comme des piliers lorsqu'il est arrivé le samedi 6 novembre 1982 au pouvoir, n'ont pas fonctionné. Parce qu'il y avait 5 piliers lorsque Paul Biya est arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982. Après que celui qu'il appelait mon illustre prédécesseur a démissionné de ses fonctions le jeudi 4 novembre 1982. Ces piliers, c'était quoi? La rigueur et la moralisation. La rigueur et la moralisation d'abord. Il y avait ensuite la libéralisation politique et économique. Il y avait surtout la justice sociale. Il y avait la démocratisation et il y avait enfin l'intégration nationale. Vous avez oublié la prospérité. Nous allons y revenir. Nous allons revenir et je vais vous dire tant de choses, ainsi qu'aux téléspectateurs, sur la prospérité. Parce que dans son discours justement du samedi 6 novembre, discours d'ouverture, il dit, mon illustre prédécesseur n'a pas failli, je ne faillirai point. Mais avant cela, Paul Biya dit, mon illustre prédécesseur a laissé un pays sain, une économie saine et prospère. Tout à fait. C'est lui qui le dit. C'est Paul Biya qui le dit. Une économie saine et prospère. Nous allons débattre cette question. Je ne voudrais pas anticiper sur l'analyse que nous allons faire tout à l'heure. Tout ce que je sais, avant d'analyser l'aspect que vous avez souligné, M. Yout, c'est que le Cameroun n'a plus une économie saine et prospère. Le Cameroun n'est plus un pays à revenus intermédiaires. Pire, le Cameroun est devenu un pays pauvre, très endetté. Je n'analyse pas encore. Qui s'endette encore. Qui s'endette encore. Qui n'a pas fini de s'endetter. États-Unis Et pour lesquels les Camerounais Mais les États-Unis sont pas se retrouvent dans une situation. Messieurs, je vous en prie, on reste sur les questions d'état de droit et de démocratie. Oui. Nous en parlerons sur le chapitre économie au cours de cette émission. Tout à fait. Restons. Edmond Kamgia. Je rappelais tous ces 5 piliers pour revenir sur un pilier important, la justice, et notamment la justice sociale, qui nous concerne tous aujourd'hui. Et je disais tantôt que des faits réels, quotidiens, habituels, réguliers, nous montrent au Cameroun, certains Camerounais sont de fait plus Camerounais que les autres, en violation de la Constitution. Mais dans le cadre de l'opération Épervier, il y a quand même des personnalités, ministres de la République, ressortissants de ces régions qui ont été arrêtés, condamnés pour détournement des deniers publics. Est-ce que pour vous, là, la justice a quand même agi selon les normes et selon les dispositions légales de la loi? Je voudrais d'abord dire que la Chambre des comptes a fait un travail formidable, n'est-ce pas? Le fameux rapport qui a été fait par des magistrats chevronnés et pour lequel le tribunal criminel spécial est en train d'examiner, n'est-ce pas, des dossiers importants qui ont été, après enquête,
considérés, sélectionnés comme étant ceux qui ont donné lieu à des malversations financières, nous attendons, pas nous seuls, les Camerounais attendent de savoir où est-ce qu'on en est avec ces dossiers au tribunal criminel spécial. Ça fait des mois que ça dure. Parce que si je m'en souviens, le communiqué du président de la République, lorsqu'il l'appelait, n'est-ce pas, son ministre de la Justice, de prendre des mesures pour qu'une enquête soit faite, afin que ceux qui se sont amusés à distraire les deniers de l'État, l'argent que le Cameroun a même emprunté pour pouvoir sauver des vies, que ceux-là, les auteurs, les co-auteurs, les complices, se retrouvent dans les liens de la prévention. Je disais tout. Et il disait, je crois que dans le fameux communiqué, il avait précisé qu'en 72 heures. Mais, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Non, on ne compte pas les heures de la même façon. Je crois qu'on ne compte pas les heures de la même façon. C'est-à-dire que le temps du président n'est véritablement pas le temps du citoyen. Monsieur Youd va nous expliquer. Le temps du président je ne doute pas. N'est pas le temps du justiciable. Je connais sa perspicacité. Le temps du président n'est pas peut-être le temps de la justice. Mais il faudrait qu'on l'en sache. Quand le chef de l'État dit dans 72 heures et que plusieurs mois après, il n'y a pas de suite. Tous ceux qui ont été interpellés, certes, la plupart d'entre eux ont été entendus. Des membres du gouvernement ont été entendus dans le cadre du Covid-Gate. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de transparence sur la suite. Mais je vais vous dire une chose que nous avons constatée depuis quelque temps. Nous avons le sentiment que pour couvrir, j'allais dire, pour faire que le Covid-Gate devienne une parenthèse de l'histoire au Cameroun, nous avons observé que beaucoup de ministres se sont donnés à cœur joie de piloter, en tout cas de profiter d'une actualité pour nous éloigner, pour nous distraire. L'affaire du vaccin obligatoire, le vaccin de Covid-Gate. On a vu, je ne vais pas les citer, un des ministres en fonction appeler les fonctionnaires à aller se faire vacciner. Lorsque un de ces ministres a été interpellé, pourquoi est-ce que vous voulez contraindre les enseignants, les fonctionnaires à se vacciner? Il dit non, dans notre communiqué, on n'a jamais dit le vaccin obligatoire. Les fonctionnaires sont libres de se vacciner ou pas, ou de ne pas se vacciner. Mais on a également vu le SGPR sortir une note pour ceux qui travaillent à la présidence, ou alors pour ceux qui viendraient à la présidence, que si vous n'êtes pas vacciné, ne venez même plus, ne passez même plus par ici. C'est-à-dire, de fait, vaccin obligatoire à la présidence. Pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui veulent y accéder, pour quelque dossier que ce soit. Il y a tout un gouverneur de province qui en a fait sienne. Vaccin obligatoire dans sa région. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, quelle est la politique du gouvernement sur la question de vaccin relatif au Covid-Gate? Est-il obligatoire ou pas? Dites-nous la vérité. Si je m'en tenais simplement à celui qui est censé gouverner ce pays, le premier ministre chef du gouvernement, le vaccin ne serait pas obligatoire, puisqu'il n'a jamais dit que le vaccin est obligatoire. Par contre, le secrétaire général du président de la République estime que le vaccin est obligatoire. Il y a le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, qui sont en train de contraindre les fonctionnaires à se faire vacciner. De fait, il dit de fait à se faire vacciner. Mais lorsque le ministre de la Fonction publique est interpellé, il dit non, je n'ai jamais dit vaccin obligatoire. Donc c'est une véritable cacophonie, cacophonie gouvernementale, pour laquelle on aimerait avoir une clarté. Et vous savez, c'est la vie des citoyens qui est en jeu. Nous comprenons qu'il y a des enjeux d'ordre financier, mais il ne faudrait pas qu'on nous distrait. Il faudrait que ces ministres-là, qui sont concernés par le Covid-19, reviennent au fil rouge, qu'ils répondent de leurs actes. Et j'interpelle à ce niveau les magistrats du tribunal criminel spécial. C'est au nom du peuple camerounais que vous prenez des décisions. Dans le passé, sur d'autres dossiers, vous avez pris des décisions. Et on a vu, et ça, nous pouvons vous féliciter, les magistrats du tribunal criminel spécial, que beaucoup de ceux qui se sont amusés avec les deniers publics se sont retrouvés à la prison de Kondengui. Ils sont une soixantaine. Il y a tout un gouvernement en prison, y compris des anciens premiers ministres, des anciens généraux, des anciens secrétaires généraux, des anciens secrétaires généraux de la présidence, des anciens ministres d'État, des anciens ministres. Ils sont si nombreux.
Il ne reste plus qu'un président. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est la peur de renouveler ce scénario qui bloque le Covid-Gate? Parce que selon nos informations, il semblerait que la situation serait tellement grave dans le Covid-Gate qu'il faudrait pratiquement un autre gouvernement entier, qu'un autre gouvernement entier se retrouve dans les liens de la prévention. S'ils vont jusqu'au bout du dossier. Monsieur le magistrat, monsieur en tout cas, j'interpelle le tribunal criminel spécial. Faites votre travail jusqu'au bout. Rendez compte, au nom du peuple camerounais, le chef de l'État vous a donné du travail. Et si rien n'est dit, rien n'est fait, vous risquez par votre silence, et je n'ose pas dire votre complaisance, donner aux populations le sentiment que la justice n'a jamais été rendue au Cameroun au nom du peuple camerounais. Et ce serait dommage. Après vous, Edmond Kamgia, Serge Sora, ça fait 39 ans que le chef de l'État est à la tête du Cameroun. Dès son arrivée, il y a eu cette vague de contestation, de revendication du multipartisme et d'expression démocratique. Ensuite, une tripartite qui a débouché sur une constitution. Elle était perçue comme le consensus en janvier 1996. Consensus rompu avec le déverrouillage, la limitation du mandat présidentiel en 2008. Aujourd'hui, cette démocratie camerounaise que le chef de l'État avait promis donner aux Camerounais en disant qu'il souhaitait qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté au Cameroun la démocratie et la prospérité. 39 ans plus tard, comment appréciez-vous cette démocratie à la camerounaise? Disons que les prisons ont été modernisées, mais il reste des prisons. Le Cameroun reste dans le contexte de la sous-préfecture des pays impérialistes. Donc, pour nous, de l'Union des populations du Cameroun, nous n'espérions pas grand-chose de ceux qui gouvernent. Nous espérions plus un engagement citoyen de la population pour imposer la gouvernance qui convient au Cameroun. Je vais prendre quelques indicateurs parce que pour évaluer, il faut des critères. Bon, nous n'aurons jamais, pour une émission, 2 ou 3, pour faire l'état des lieux. Ce qui est simple, c'est de partir sur le visible. Si nous commençons par la politique, en profitant du fait que le débat portait sur la justice, moi je suis souvent surpris d'entendre qu'il y a une évolution sur ce domaine. Il n'y a pas d'évolution sur le domaine de la justice. Vous savez, les magistrats ont beau vouloir rendre la justice au nom du peuple camerounais, le peuple camerounais n'est pas responsable de l'évolution de leur carrière. Et à partir du moment où il y a un individu qui garantit, cet individu est au-dessus de la loi. Ça veut dire que, en fait, au Cameroun, il y a une autorité judiciaire, mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Vous le savez. C'est le président de la République. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire n'est pas libre. C'est le président de la République qui est libre. Je vous l'ai dit, depuis 1958, avec l'avènement d'Amadou Ahidjo à la place des nationalistes, nous sommes rentrés dans le contexte de rester un territoire d'exploitation pour les autres. Et on a nommé un sous-préfet pour nous diriger. Et ce sous-préfet est au-dessus de tout. Tant que nous n'avons pas changé cela, nous ne sortons pas du verrou. Le président Biya avait dit qu'il y aurait l'ouverture. Il n'a pas dit qu'il vous apporte la démocratie, il a dit l'ouverture. Il faut bien le comprendre, parce que s'il a un mérite, ne fait pas 39 ans comme il a dit lui-même qu'il veut, mais qu'il peut. Et ça, sur le plan personnel, si je prends le plan personnel, c'est une réussite. Parce que si on prend les 50, bientôt 55 pays, et les nouveaux pays là, 6 peut-être avec le Soudan d'Afrique, il est le seul. Je crois qu'au monde, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 40 ans, parce qu'à partir du 2 là, il a, comme mathématiquement, le néant, c'est le concept des intervalles, sa 40e année commence. Oui. C'est une bénédiction de Dieu. Si mon fils pouvait être président, j'allais aussi être content. Sauf que dans mes aspirations sociales, parce que le problème est, si c'était individuel, chacun pouvait s'en sortir, peu importe ceux qui vont perdre. Est-ce que ces 40 années ont servi c'est une catastrophe. À l'intérêt des Camerounais? C'est une catastrophe, vous savez. C'est une catastrophe. Vous savez que nous étions encore en train de nous battre avec la poubelle. Nous en sommes encore au niveau où les pays se battent contre les ordures. On n'a pas de concept, Ce sont les autres, vous savez, jusqu'aux ordures. Mais ma grand-mère au village savait comment gérer ses ordures ménagères.
Ma grand-mère au village savait comment gérer ses ordures ménagères. Organisées en société, en république. On nous dit que nous ne savons pas ce que nous pouvons faire de nos ordures ménagères. 60 ans après l'indépendance, le Cameroun ne sait pas. Si nous prenons l'école, 60 ans après, on nous dit que nous sommes incapables d'être responsables de nos manuels scolaires. C'est les autres qui profitent des richesses du manuel scolaire. 60 ans après, on nous dit que nous sommes incapables de nous soigner. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on fait une évacuation sanitaire. Les hôpitaux, c'est pour nous les indigents. Les hôpitaux, localement, c'est pour nous les indigents. Là. 60 ans après, on en est encore à débattre de comment appliquer la loi. Vous parlez des gens en prison. Vous êtes sûr que le Premier ministre est non vraiment en prison? Il va bénéficier d'une évacuation. Pourquoi? Et comment lui? Est-ce qu'il est enchaîné? Pourquoi? Pourquoi la République l'évacuerait? Il ne risque pas de s'évader. Et Yves Michel est où? Voilà une justice. Bon. C'est un pays. Et vous pensez que c'est de nature à renforcer la sérénité du peuple? Si nous voulons être objectifs, et je pense que c'est ça, c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure que ce n'est même plus un débat de parti politique. C'est vraiment un débat de fond sur qu'est-ce qui avait été proposé et est-ce qu'on peut en discuter pour avancer. Parce que nous sommes à un niveau où, comme je vous disais tantôt, pour moi, le président de la République, vraiment, sa famille doit être très contente. Ce monsieur, c'est une bénédiction de Dieu pour lui. Mais pour la République du Cameroun, la question est autre. C'est que nous, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous comptons permettre que le régime se perpétue? Vous savez, ce régime, ce régime, parce que c'est bien idiot qu'il faut mélanger pour bien comprendre la situation. Ces gens ont fait 60 ans au pouvoir. Ces gens ont hérité d'un pays qui n'avait pas d'économie. Et ils ont réussi à continuer à avoir des pays qui n'ont pas d'économie. C'est-à-dire qu'ils vivent sur des rentes. Parce que quand j'entends dire qu'il y avait la prospérité, il y avait quoi? On produisait quoi au Cameroun? Depuis 80, on produit quoi? Et maintenant, on produit quoi? Ce qu'on essaye de produire. Si vous voulez aller au marché tout à l'heure, là, vous achetez 3 boîtes d'allumettes. Allumettes Boxer, allumettes Maya, et vous achetez une boîte d'allumettes importée. Et vous comparez. Descendez à la boulangerie, vous achetez votre pain chez le boulanger camerounais du coin, et vous allez acheter, si vous êtes à Yaoundé, à Acropole ou bien à Carrefour. Pourquoi il y aurait ce distinguo alors que nous sommes au Cameroun? C'est parce qu'il n'y a pas de tissu économique structuré. Nous sommes dans une navigation à vue. Mais bon sang, si on voulait vraiment construire une république, pourquoi n'aurions-nous pas la monnaie? Vous savez ce que c'est que la monnaie? La monnaie, c'est le pouvoir politique d'organiser son pays comme on veut. C'est-à-dire comme là maintenant, apparemment, il y a une crise de liquidité. Il n'y a pas une crise de richesse. Il n'y a pas une crise de travail. Mais on n'a pas l'instrument qui permet de mettre les gens en lien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait battre monnaie par la banque centrale et l'État décide que c'est un prêt qu'on remboursera quand on pourra. Et l'inflation, en fait quoi? L'inflation, c'est une autre technique, monsieur Yout. Je suis désolé, comme vous avez dit, veuillez écouter parce que vous risquez de commettre l'impair de prouver au peuple camerounais que vous avez des difficultés de compréhension. L'inflation n'a rien à voir. Tous les pays battent monnaie. Tous les pays libres battent monnaie. Vous savez, quand on fait un budget, vous savez, on vérifie qu'il y a 15% qui sont en circulation immédiatement. Allez interroger n'importe quel monétariste. Je ne parle pas d'économiste parce que vous confondez souvent l'économie et la finance. Je vous ajoute une autre chose. Est-ce que vous savez, parce que vous parlez souvent d'inflation, vous savez quelle était la valeur du franc CFA par rapport à la lire italienne? Vous savez? Non. Donc arrêtez le débat sur l'inflation. L'inflation, c'est une autre cause. Même avec notre papier d'euro transformé en CFA, il y a l'inflation. La preuve, le pain coûtait combien en 2000? Il coûte combien maintenant? Et est-ce qu'entre-temps, dans les pays où on respecte le critère d'inflation, quand cette inflation qui est naturelle, et on augmente aussi les salaires. Chez vous, vous avez augmenté les salaires? Vous savez combien coûtait un litre d'essence en 87 quand on a divisé le salaire des Camerounais par 2? Moins de 300. Il est à 500. 250 au Nigeria. Il est à 500. Les salaires qui avaient été divisés par 2 n'ont pas bougé. Aussi plus pour certaines catégories sociales qui soutiennent les républiques de privilèges, les militaires, les magistrats et les autres forces de l'ordre. Le coût du baril du pétrole était le même? Le coût du baril du pétrole, que je vous fasse aussi un cours là-dessus. Est-ce que vous savez que le pétrole rapporte aux Camerounais 60%
rien qu'à la distribution, c'est-à-dire que la moitié du prix du pétrole à la pompe est fait de taxes. Tout à fait. Et que le Cameroun aussi vend du pétrole. Vous saviez ce qui se passait avant quand le compte pétrole était hors budget? Je suis sûr que vos parents vous ont souvent parlé des périodes de fausse monnaie au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce que le compte pétrole était un compte bloqué et réservé. C'était l'argent du chef de l'État. Et quand il avait donc cette difficulté de liquidité comme maintenant, comme on devait lui envoyer cet argent en francs CFA, on imprimait le billet à l'imprimerie en France et ça venait par avion et on disait que c'est les faux billets. Donc allez dire à vos grands-parents qu'il n'y avait jamais eu de faux billets. Et cette gouvernance économique aujourd'hui, est-ce qu'elle a apporté, est-ce qu'elle a amélioré les conditions de vie des Camerounais? On a suivi le président de la République annoncer de nombreuses stratégies au fil de ses mandats présidentiels. Le mandat des grandes ambitions, celui des grandes réalisations, celui des grandes opportunités, avec en toile de fond un DSE, une stratégie de réduction de la pauvreté et de lutter contre le chômage et les emplois qui sont précaires. Pour vous, est-ce qu'il y a eu des réponses à toutes ces préoccupations sociales et économiques? On est maintenant là. Bon, le chef de l'État lui-même avait répondu en disant que ces programmes n'ont pas réussi à cause de l'inertie. Mais je vais lui ajouter qu'à cause d'une mauvaise construction structurelle de l'ensemble du schéma de développement. Parce que tout ce que vous avez cité là voulait se reposer sur des infrastructures, sans mettre en place des structures qui allaient bénéficier de ces infrastructures pour produire les richesses. Parce que dans un pays, le processus de production de richesses est connu. Si vous ne respectez pas les canons, vous dépendez des autres et vous risquez de perdre. Vous avez une balance commerciale déficitaire. Le Cameroun importe tous les produits de première nécessité. Donc le Cameroun n'arrive plus à se nourrir. Ça veut dire que même en vendant nos matières premières, nous sommes toujours déficitaires. Le Cameroun n'a pas réussi à construire autour de son administration un mécanisme de contrôle des dépenses qui évite, n'est-ce pas, les perdictions de l'argent. C'est-à-dire que la corruption étant un système pour maintenir les gens, les individus s'enrichissent sur le dos de l'État au détriment même de la politique mise en place. Et là, nous avons, vous avez évoqué maintenant quelques cas. Nous avons la canne, nous avons les barrages. Dans le livre, le journal de propagande d'État, Investir au Cameroun, les spécialistes du Cameroun eux-mêmes, qui font la promotion de l'État, ont reconnu que le barrage de Lompangar a été surfacturé, que pour le prix d'un, on pouvait avoir 2,5, que le barrage Memvele a été surfacturé, que pour le prix de ce barrage, on pouvait en faire 3 de même, que le pont sur le Vouri a coûté 2 fois le prix du pont. Alors, si vous prenez seulement ça, rien qu'avec ça, le Cameroun allait avoir 2 fois ces infrastructures. Or, qu'est-ce qui est, si moi je prends, qu'est-ce qui est adossé autour de ce barrage pour créer donc le travail? Parce que le plus important, c'est le travail. On vous a dit qu'on a lancé les plantations du Sud qui vont produire l'huile de palme. Quelles que soient les recettes de l'huile de palme, ça ne va pas contrebalancer les importations de riz. Pourquoi ne pas promouvoir? Vous savez qu'on a lancé un vaste programme au Cameroun, le Prébab, programme banane plantain. Et toutes les études menées avaient démontré que si le Cameroun avait implémenté ce projet, il rapporterait plus que ce que le pétrole du Cameroun lui rapporte. Mais c'est dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que nous sommes restés des sous-préfectures et n'ayant pas notre indépendance financière, nous ne pouvions pas prendre l'argent nécessaire pour mettre dessus. Alors que cela était, on préfère mettre cet argent sur les véhicules des ministres qui habitent souvent à 1 kilomètre de leur lieu de service, mais qui prennent un véhicule de 100 millions par an et qui consomment toujours leur budget de carburant. Voilà. Si vous additionnez ces effets, vous allez voir que le pays est resté pauvre pendant que les individus s'enrichissent et font main basse sur les pans entiers du territoire. Parce que si vous regardez les domaines, et je vais dire par là, je vais finir par là pour dire que comme nous sommes dans un régime de privilèges qui tend aux monarchies féodales, il faut que nous nous souvenions que la féodalité a entraîné les révolutions politiques qui ont été violentes et sanglantes. Et que si nous ne faisons pas attention, parce que c'est une démarche citoyenne, il faut que nous évitions le chaos. Au moment où nous faisons ce bilan, nous avons 6 régions du Cameroun qui sont en insécurité totale.
Je ne parle pas de guerre civile parce que ce serait exagéré. Je ne voudrais pas non plus que nous fassions un peu comme Edmond peut-être parce que c'est un peu de colère pour dire qu'il faut être né d'une région. Non. Je dis ce qui est vrai. Le nord-ouest et le sud-ouest sont en guerre. L'extrême nord, le nord, la Damawa et l'est sont en danger. Ça fait 6 régions qui sont en guerre. Nous avons 2 régions qui sont en insécurité plus ou moins stable. Le littoral et l'ouest. Donc, sur le Cameroun, il ne reste que Le centre et le sud. le centre et le sud qui semblent être en sécurité. Or, là aussi, c'est faux. Vous savez qu'il y a un barrage à l'entrée de Yaoundé Est et à l'entrée Ouest. Ce qui veut dire qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez qu'au sud, à l'intérieur même du sud, il y a des mécontentements qui seraient liés à la fin du règne et aux règles de succession. Mais je vous rappelle, et je vous disais tout à l'heure, que cette politique où on avait enfermé des gens comme des sardines dans un wagon en février n'est pas finie. Malgré les 8 ministres, premiers ministres de Paul Biya et ses 299 ministres en 40 ans, le Cameroun reste une vaste prison, maître. On n'a pas besoin de construire d'autres prisons. Nous sommes dans une vaste prison. Sauf que j'ai espoir, dans la dynamique citoyenne du Cameroun, parce que sinon, l'Union des populations du Cameroun allait baisser les bras depuis, mais nous ne baissons pas les bras. On va en parler justement des stratégies alternatives. Mais avant, Jean-Claude Diouf, quelle analyse faites-vous de ce bilan? 39 ans à la tête du Cameroun et une situation économique désastreuse selon l'analyse de Serge Sora et une démocratie bâillonnée selon l'opposition. Quelle est votre analyse? Il s'est basé sur quel agrégat économique pour dire que l'analyse économique montre que la situation est désastreuse? C'est-à-dire que quand on est sur des plateaux et juste faire des slogans et ne pas avancer sur la base des agrégats, une économie, ça se mesure à partir des agrégats. Ce n'est pas à partir des slogans. Qu'ils nous disent par exemple qu'à l'utilisation ou bien la comparaison de tel agrégat, par exemple la comparaison du PIB du Cameroun en 2021, à comparer avec le PIB par exemple du Cameroun en 1982, nous en sommes à une situation désastreuse ou bien rétrograde. Le PIB n'est plus un indicateur fiable. Qu'il attaque par exemple l'indice de développement humain, qu'il attaque par exemple au niveau de l'espérance de vie, qu'il attaque par exemple la cartographie sanitaire, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est juste des slogans de plateau. Mais pour revenir, avant de pouvoir véritablement faire un déroulé, il faudrait quand même qu'on apporte un certain nombre de choses. Le consultant Edmond Kambia, il a posé la question, une bonne question, tout à l'heure, en disant que font les militants du MSC en prison? Mais, monsieur le consultant, je vous renvoyerai à poser cette question à monsieur Maurice Kamto. Parce que c'est lui qui a organisé ces marches. Et il n'arrive même pas à les rendre visite en prison. C'est à lui d'aller répondre à cette question. Pourquoi ces militants, ses camarades, il les a abandonnés? Lorsque lui vient de passer plusieurs jours en France, attendre du bon vent et du bon temps, ses camarades qui souffrent en prison. Quand monsieur c'est lui qui sait pourquoi il a organisé les marches d'insurrection, de renversement des institutions de la République. Quand monsieur Biya au bord du lac Léman, est-ce qu'il il a pris du bon vent? Alors, cette question-là, c'est à lui de répondre. Donc, vivement que si vous le rencontrez, qu'il essaie de vous apporter un certain nombre d'éléments de questions. Je voudrais par exemple que lorsqu'on parle par exemple du cas des castes de Saint-Milima, mais il faudrait aussi que nous parlons des castes de Tonga. Pourquoi personne ne se meut lorsqu'il y a eu des castes de Tonga? Mais vous avez suivi le préfet du département du Ndé qui a indiqué qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, qu'il y a eu une insécurité observée dans cette localité de Tonga et que les présumés agresseurs ont été arrêtés. La population a clamé justice, estimant que parfois les autorités en charge de mener les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout et le préfet a promis de renforcer la sécurité. D'ailleurs, au moins 7 présumés bandits ont été interpellés lors d'une opération menée dans la nuit de mercredi à jeudi à Tonga. Ils ont été transférés à Banganté, ils doivent être présentés à la presse pour indiquer l'opération menée sous la conduite
du préfet d'Undé. Dans le cas de Sangmélima, on a vu que ce sont des acteurs économiques installés là-bas qui ont été victimes de plusieurs attaques en plein jour. On a vu des forces de l'ordre qui n'ont pas essayé d'arrêter et ces personnes qui étaient armées d'armes blanches afin de les dissuader de poser ces actes. Des promesses ont été faites par le gouvernement d'aider ces Camerounais acteurs économiques pour pouvoir recommencer, relancer leur activité et que des enquêtes judiciaires devaient permettre d'interpeller les personnes qui sont mises en cause. Jusqu'aujourd'hui, certains Camerounais n'ont pas de nouvelles sur les procédures et les promesses faites par le gouvernement. Voilà les faits. Vous avez la parole. Je sais dire que vous êtes un excellent journaliste. Vraiment, lorsque vous écoutons, nous sommes véritablement très satisfaits. Mais vous avez tous ces faits, il faut les dire, il faut les dérouler. C'est bon. Voilà. Mais maintenant, nous disons ceci. Passons à l'analyse. Nous disons ceci. On appelle acteur économique à Sangmélima et on refuse que le commerçant de Tonga n'est pas un acteur économique ou bien un opérateur économique. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir que pourquoi 2 poids 2 mesures dans la notion de compréhension d'agent économique. Le bilan Donc ici, nous disons c'est à Tonga. Il y a eu casse à Tonga, qu'on regrette. Il y a eu casse à Sangmélima, qu'on regrette. Mais chercher à opposer des Camerounais, à dire que parce qu'on est d'origine de ceci, de cela, ces Camerounais n'en ont même pas besoin. La preuve en est que nous vivons paisiblement entre nous, les tribus. C'est les politiques qui apportent des divisions. Il faut qu'on se comprenne très bien. La population n'a pas de problème. Vous avez entendu qu'il y a des complications, bien ou bien on ne voudrait pas qu'il y ait des mariages inter-tribus ou bien ethniques au Cameroun. Non, ça se passe très bien. Donc les Camerounais n'ont pas ça. Le métissage et le mixage entre les Camerounais, ça fonctionne très bien. Donc on cesse de vouloir opposer les Camerounais avec les Camerounais. Mais maintenant nous faisons confiance. Autant que vous avez évoqué les faits de Tonga avec la justice et tous les éléments, c'est la même justice qui est aussi là et qui s'est saisie de l'affaire. N'oublions pas que toutes les voies de recours vont toujours amener à la Cour suprême. Et il n'y a pas 2 cours suprêmes au Cameroun. Alors, bon. sur les 39 ans d'exercice de pouvoir du chef de l'État, est-ce que cette prospérité économique qu'il a trouvée, est-ce qu'elle existe toujours, Jean-Claude Diouf? Est-ce que les Camerounais, le pouvoir d'achat des Camerounais, l'emploi, est-ce qu'il est au rendez-vous? Est-ce que les conditions de vie des Camerounais reflètent les engagements pris par le chef de l'État lorsqu'il accède pour la première fois à la magistrature suprême? Il accède à la magistrature suprême le 6 novembre avec un pays où nous comptions à peine 10 millions d'habitants. Nous en sommes aujourd'hui 22, on peut parler à 25 millions. Selon quelles statistiques, mon très cher? Les derniers recensements de la population. Qui date de quand? Je vous en prie. Cet interrogatoire ne sert à rien. C'est vous qui avez dit. Après un recensement de la population, je vous prends au mot. Il y a par exemple la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité qui nous permettent de connaître l'évolution d'une population. Je vous prends au mot. N'entrez pas dans ça. C'est vous qui avez dit tout à l'heure, quand il faut des agrégats économiques. Vous parlez de la population et vous n'avez pas de statistiques officielles. Vous supposez. Vous ne connaissez pas le taux de mortalité au Cameroun? Vous avez pas, par exemple, je vous en prie, Jean-Claude Diouf a la parole. La question, c'était le taux de mortalité. C'est par là où vous avez... Roland Dieu, vous permettez à Jean-Claude Diouf d'aller jusqu'au bout. Oui, Jean-Claude Diouf, vous avez la parole. Déjà aussi, avant de continuer à répondre à votre question, parce que sûrement après, je n'aurai plus assez de temps, je voudrais dire aussi aux consultants que le rapport de la Chambre des comptes, dont il s'est félicité à un certain niveau, c'est la même Chambre des comptes qui s'est engagée également à produire le rapport dans le cadre de l'affaire Covid-Gate. Donc, continuons à faire confiance à cette Chambre des comptes qui va déposer son rapport auprès de l'Assemblée nationale. Et après, maintenant, nous allons avoir une suite sur ce plan-là. Donc, c'est pour dire que, pour ceux qui voulaient savoir où on en est sur l'opportunité où on va déposer le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est un rapport bien fait, tel que vous, les grands magistrats d'experts de la Chambre des comptes. Donc nous nous félicitons que rien n'est occulté dans le cadre de l'affaire Covid-Gate. Je voudrais également, pour chuter sur un autre point, parce que c'est aussi important, les Camerounais ont entendu, le vaccin n'est pas obligatoire au Cameroun, du moins à l'heure où nous parlons, il ne l'est pas. Mais il le sera si besoin en est. Et n'oublions pas que les dispositions de la loi de la République fédérale du Cameroun de 1964 disposent que on peut rendre une campagne vaccinale obligatoire en cas de nécessité. Donc, ce qui veut dire que le cadre juridique est là. Mais
n'oublions pas également que l'État a pour mission régalienne de sauver des vies. On ne va pas encore faire des plateaux où on va commencer à réprimer cet État, d'avoir vu des Camerounais mourir et de n'avoir rien fait. Donc ici, au même moment où le chef du gouvernement continue à prescrire l'observance et l'observation des mesures barrières contre Covid-Gate, nous prenons aussi toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions nous aussi espérer arriver à l'immunité collective qui est de 70%, tel que cela est dit. Mais pour l'instant, on dit que tant que nous savons observer les mesures barrières, la distanciation et tous les éléments nécessaires, et que nous lavons les mains régulièrement, nous serons en situation de pouvoir prévenir. Bon, pour revenir à votre question, enfin, en ce qui concerne la démocratie et la prospérité, s'agissant d'abord de la démocratie, avant l'avènement du multipartisme sous l'ère de l'homme du renouveau, en 1987, le Cameroun a connu des élections plurielles, malgré que nous étions dans le cadre du parti unique. C'était les élections municipales. Et ensuite, en 1990, il a demandé aux camarades, puisque nous étions au parti unique, de se préparer à l'avènement du multipartisme et de l'avènement de la démocratie. Ce qui est fait, les élections sont organisées régulièrement. Je prends un mot, par exemple, Maître Roland Dienou, où ils se sont proclamés vainqueurs d'une élection avec les conditions et les règles du jeu préétablies initialement. Ils ont appelé cela le hold-up électoral. Donc, ce qui voudrait dire que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. C'est pour ça, par exemple, que lorsque je disais que le collectif des avocats Microsoft, ils ont compris qu'ils n'ont pas les faits et les preuves pour pouvoir inverser, par exemple, la tendance d'une décision judiciaire. Il fallait donc faire du folklore. Mais si la justice, si le ministère public a les preuves de l'inculpation ou des actes posés par la culpabilité de ces militants du MRC, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été jugés jusqu'aujourd'hui? Ça fait 13 mois quand même de détention. Et vous savez, la justice est un pilier de l'état de droit, est un pilier de la démocratie. Et de nombreux partis de l'opposition estiment depuis de nombreuses années, à chaque fois qu'ils portent leur voix, qu'ils expriment leur opinion, ils sont victimes de répression, d'arrestations arbitraires, et cela vise à décourager leurs militants de continuer à s'investir dans ces formations politiques. Le SDF l'a plusieurs fois vécu, le CPP également, le mouvement Stand Up for Cameroun, aujourd'hui le MRC et d'autres formations politiques. Est-ce que c'est une marque de fabrique de la part du régime du renouveau, à chaque fois qu'il y a des adversaires politiques qui ont une crédibilité sur l'espace public, de leur opposer la répression policière, de brandir la puissance publique contre ces personnes-là? C'est ça la démocratie à la camerounaise? Jean-Claude Diouf? Oui, nous pouvons aussi reformuler autrement. Est-ce que c'est la marque de fabrique de l'opposition qui sait par exemple que pour pouvoir conquérir le pouvoir et pour pouvoir le maintenir ou gouverner, il faudrait passer par la voie des urnes? Est-ce que c'est une marque de fabrique d'imaginer que ce n'est pas la rue qu'on va conquérir le pouvoir? Ou bien par l'insurrection ou le renversement des institutions qu'on va conquérir le pouvoir? Quelle est cette opposition qui ne cherche pas, par exemple, à convaincre les Camerounais, qui ne cherche pas, par exemple, à couvrir l'ensemble du territoire? Si je demande, par exemple, à Maître Roland de nous parler sur les 366 constitutions qu'a le Cameroun en termes d'arrondissement, leur couverture du territoire, en termes peut-être de nombre de sections, de sous-sections, ou bien d'organes de base de leur parti, il en dira quoi? Ils vont commencer à nous donner un petit nom, un nom. Ils ne sont que des bavards à la télé et à la radio. Et donc, nous disons très bien que quelle est cette marque de fabrique de l'opposition qui ne voudrait pas travailler véritablement, aller au fond de la question, convaincre les Camerounais à travers un projet de société et continuer toujours à nous distraire à travers sur les plateaux de télé et de radio et chercher à ce qu'il puisse avoir une intervention étrangère, qu'on puisse dire qu'il y a bafouement des droits de l'homme au Cameroun, qu'il faudrait que lorsque nous sommes même sous l'ère où nous parlons du panafricanisme, on voudrait nous ramener l'impérialisme. Nous avons été étonnés de constater que le président, par exemple, du MRC, nul n'aurait été le fait que personne n'a eu besoin de le recevoir en France. Où il a cherché à dire, me voici, recevez-moi, je suis prêt à vous donner le Cameroun. Heureusement qu'on a dit non, on ne connaît même pas votre niveau de représentativité. Vous pèsez quoi? Parce qu'il boycotte les élections.
parce qu'il n'a aucun élu, parce qu'il n'a que sa propre voix. Il a qui autour de lui aujourd'hui? Et nous, on se pose la question de savoir qu'est-ce que Maître Djenou fait encore autour de lui. Bon, mais votre tour arrive. On vous attend au niveau du RDPC. Donc, nous disons que ces éléments de marque de fabrique, ça se passe aussi de l'autre côté. Et ce n'est pas véritablement pour pouvoir faire le jeu démocratique. Le président de la République a fixé le cap. Il a démontré que nous sommes prêts à aller vers les élections et que nul ne doit imaginer conquérir le pouvoir s'il ne passe pas par les urnes. C'est la voie. C'est celle-là qui est prévue par notre Constitution. Et c'est ce que nous devrions appliquer. C'est ça un état de droit. Maintenant, on peut s'asseoir et dire que les règles du jeu pour pouvoir garantir la transparence et tout, qui sont applicables et opposables à à l'ensemble des acteurs, peuvent être revues, mais dans un certain nombre de cadres. Et vous vous entourez également d'un certain nombre de garanties pour pouvoir les modifier. Pour pouvoir les modifier, vous attendez que ce soit par exemple la majorité de l'autre parti ou bien de l'autre camp qui puisse venir le faire lorsque vous boycottez les élections législatives. On se pose la question de savoir quel est véritablement l'enjeu. Qu'est-ce que les uns et les autres veulent prouver? Lorsqu'ils parlent d'un besoin de modification, par exemple, d'un code électoral, qui est essentiel dans le cadre de l'organisation des élections. Jean-Claude Diouf, même au sein de vos propres rangs, une illustre personnalité, figure importante du Cameroun, membre du bureau politique aujourd'hui décédé, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, avait lui-même indiqué en 2019 que l'alternance au sommet de l'État est un problème qui se pose au Cameroun et que réviser la Constitution, réduire le nombre de mandats présidentiels serait rendre service au chef de l'État, Paul Biya. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de défendre une autre ligne concernant l'opposition qui exige la même chose, qu'on limite les mandats présidentiels, qu'on revoie le code électoral pour favoriser l'alternance au sommet de l'État. Est-ce que pour vous, ces revendications n'ont pas de légitimité? C'est au peuple camerounais d'en discuter et d'en débattre réellement. Parce qu'en réalité, si vous avez un projet qui est contraire à celui du parti au pouvoir, vous le proposez cela et vous faites un effort de pouvoir le mettre en exécution. Mais quand on regarde la démarche, elle est tout à fait contraire. C'est une démarche beaucoup plus pour l'insurrection. Et nous disons que les uns et les autres peuvent avoir des revendications. C'est possible. N'oubliez pas que dans ce pays-ci, on avait au sorti de la tripartite une possibilité d'avoir des élections à 2 tours, à l'élection présidentielle. Et que c'est l'opposition qui avait demandé qu'on puisse retirer par amendement cet élément. Alors justement. M. Serge Soron en sait quelque chose là-dessus. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les uns et les autres ont compris qu'ils avaient besoin d'une élection à 2 tours parce qu'en réalité, ils constatent qu'ils ne peuvent pas peut-être coaliser. Et nous avons suivi des phrases à l'époque où on a dit que c'est la rivière qui se jette dans le fleuve et non que c'est le fleuve qui se jette à la rivière. Maintenant que les uns et les autres se considèrent fleuves et que les autres sont les petites rivières qui doivent se jeter au fleuve, qui est donc rivière et qui est fleuve? Alors après, c'est la question. Après votre commentaire, j'aimerais avoir la réaction de Maître Roland Diou sur l'incapacité de l'opposition à pouvoir proposer un projet alternatif, à pouvoir impulser l'alternance politique et démocratique à la tête du Cameroun en raison de sa démarche supposée insurrectionnelle. Que répondez-vous? Alors, je vous fais observer que la question c'était quel était le bilan de 40 années au pouvoir, oui, pas le bilan de 40 années d'opposition. Parce que si vous voulez faire le bilan de 40 années d'opposition, je crois que c'est un marqueur qui me semble mal choisi parce que l'UPC, notre grande sœur dans la contestation, n'est pas là que depuis 40 ans. Donc, il faudra revoir votre bord. Oui, c'est vrai, monsieur Yout, qui est le fleuve, qui est la rivière? C'est une question que le RDPC devrait vraiment se poser parce que vous êtes très sûr de votre fait. Vous vous sentez fort parce que l'administration, d'abord coloniale, ensuite parti unitaire et ensuite démocrature, vous donne le sentiment que vous êtes présent partout, au point où vous pouvez vous permettre de dire que certains bavardent sur les plateaux que vous partagez avec eux. Donc, nous bavardons, vous parlez, merci. Vous croyez donc fleuves et d'autres rivières. Vous demandez qui sont
les militants des autres partis, où est-ce qu'ils sont implantés? Pour votre information, on était au sud. Quand vos camarades, qui estiment que c'est un socle granitique, mais on voit bien que c'est du sable mouvant, ont, sans que personne ne s'en offusque, en tout cas pas dans vos rangs, interdisent que des camarades, des concitoyens puissent mener une activité politique ordinaire, banale, quand on se dit une démocratie. On était au sud. À l'heure où je vous parle, le département du Mungo est une zone rayée de la carte politique du Cameroun parce que des autorités de police et les autorités administratives ont décidé que nos camarades ne peuvent plus se réunir. Vous dites qu'il faut qu'on explique aux Camerounais ce que nous voulons. Vous dites qu'il faut qu'on convainc les Camerounais de notre programme politique. Quand on le fait, vous arrêtez nos camarades comme celui qui a été arrêté à son domicile à Yaoundé. Et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait avec un pantalon aux couleurs du MRC? Qu'est-ce qu'il fait avec un pantalon aux couleurs du MRC? Quand on arrête des Camerounais parce qu'ils marchaient dans la rue avec des t-shirts, avec écrit derrière, où sont les 32 PV? Vous posez quand même la question de savoir que fait l'opposition. J'ai choisi de répondre à ce hors-sujet, M. Noufélé, parce que la question n'était pas sur l'opposition. J'ai choisi de répondre à ce hors-sujet pour montrer à quel point ces gens du RDPC sont devenus frileux. En fait, ils vous répondent à une question qui les concerne, comme si c'est eux qui sont dans l'opposition. Et cela me rassure. Cela me rassure parce que les choix que nous avons faits, notamment nous au MRC, portent des fruits. Vous êtes obligés aujourd'hui d'avoir l'attitude qu'un opposant a vis-à-vis du parti au pouvoir. C'est vous qui scrutez désormais les voyages du président élu, en dehors de toute fraude électorale, le professeur Maurice Kamto, au point de savoir ce qu'on lui aurait dit, là où vous n'étiez pas. On appelle ça en français facile mentir. Je ne dis pas que vous mentez, mais ça y ressemble à toute proportion gardée. Elle a été reçue. Hein. C'est vous. Non, vous avez dit qu'on a dit qu'il n'avait personne autour de lui, qu'on ne sait même d'ailleurs pas ce que je fais au MRC, qu'il ne représente personne au Cameroun. Donc vous savez pourquoi éventuellement il n'aurait pas été reçu. C'est pour ça que je dis que vous savez tellement de choses. Alors reçu. Je vous en prie, avançons dans le débat. Roland Dieu a la parole. Il a été reçu. Roland Dieu a la parole. Il vous a écouté tout à l'heure. Quand vous avez parlé tout à l'heure, j'avoue que c'était de nature à faire vomir, mais je n'ai pas cru devoir vous interrompre. Donc je disais donc que c'est bien, vous faites bien l'opposition. Continuez sur cette voie parce que quand bientôt vous serez effectivement dans l'opposition institutionnelle, ça va beaucoup vous aider pour essayer de vivre en démocratie. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la démocratie. En fait, de bilan, je terminerai peut-être par là, vous avez créé un système de démocrature où on fait des élections pour dire à la face du monde qu'on a fait des élections. On ne fait pas des élections au Cameroun pour la dévolution du pouvoir. Le MRC a certes boycotté les élections, mais je parle à côté de l'UPC. Comme l'émission s'achève, je terminerai par cette fleur à la reine de la contestation au Cameroun. L'UPC aurait bien voulu, j'imagine, participer aux dernières élections législatives et municipales, mais votre régime permet qu'un ministre puisse décider de qui va aux élections ou pas. Et l'UPC en a été victime pour des calculs que vous seuls savez. Et vous osez quand même, avec cela, sans répondre au bilan qui vous est demandé, prétendre que c'est à l'opposition de faire son aggiornamento. Oui, quand vous y serez, et ce n'est pas pour longtemps. Après vous, Edmond Kamgia, que pensez de cette manière de présenter le bilan des 40 ans d'exercice du pouvoir du président de la République dans les rangs du parti au pouvoir? En réalité, sur les deux derniers aspects que nous abordons, sur la démocratie et la prospérité, je résumerai en rappelant une phrase célèbre du président national du RDPC et en même temps président de la République du Cameroun, dans une interview qu'il a accordée il y a 30 ans à Yves Mourouzi, de regretter mémoire à Radio Monte Carlo. Il lui posait la question de savoir qu'aimeriez-vous que les Camerounais gardent de vous
lorsque vous allez vous retirer du pouvoir, par exemple. Paul Biya dit, j'aimerais que les Camerounais gardent de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que si Paul Biya devrait se retirer du pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il a apporté la démocratie? La réponse est non. Nous sommes certes dans un processus de démocratisation, mais qui n'a pas encore abouti à la démocratie. Pire, des obstacles jalonnent les chemins vers une véritable démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, l'opposition et la société civile sont unanimes sur le fait qu'il faut reformer de manière consensuelle le système électoral. Sont unanimes sur la nécessité de la révision de la Constitution sur des aspects qui pourraient rendre le Camerounais plus démocratique et un état de droit. Maintenant, sur la question de la prospérité, je rappelais tout à l'heure que lorsque Paul Biya a pris le pouvoir, il disait que mon illustre prédécesseur a laissé une économie saine et prospère. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait redire la même chose? Non. Le Cameroun n'a plus une économie saine et prospère. Donc, démocratie, non. Prospérité, non. Non. Que reste-t-il? Pays pauvre, très endetté. La répression. La répression. J'ai très peur pour mon pays. J'ai très peur pour l'avenir de ce pays si les Camerounais ne dialoguent pas de manière inclusive, non seulement pour résoudre la crise anglophone, mais pour régler les questions majeures qui permettront de bâtir un Cameroun démocratique, un Cameroun qui relance son économie, un Cameroun où nous avons encore la fierté d'être des patriotes. Pas patriotes au sens que si je n'aime pas le discours de Paul Biya ou son parti politique, je ne suis pas patriote. Patriote au sens d'aimer son pays, sans considération politicienne. Et il est important aussi que nous puissions nous unir des 4 coins du pays, y compris la diaspora, pour bâtir ensemble un Cameroun qui va émerger, mais certainement pas avec ce gouvernement en 2035. Et le dernier mot avec vous, Serge Soro, lorsqu'on voit la manière avec laquelle le représentant du parti au pouvoir s'en prend l'opposition pour justifier le maintien au pouvoir et les performances électorales de leurs candidats au fil de ces 39 années d'exercice de pouvoir, comment entrevoyez-vous l'avenir démocratique et économique du Cameroun? L'Union de population du Cameroun reste un parti de l'espoir. En 73 ans de combat sans jamais gouverner, nous sommes confiants. Mais nous invitons les Camerounais à un sursaut patriotique pour que par un travail coopéré de toutes les forces vives de la nation, parce que nous sommes face à une dynamique externe qui ressemble à l'invasion impérialiste du 19e siècle. Il nous reste un effort, réaliser nous-mêmes notre prise de conscience pour un sursaut qualitatif vers une véritable république démocratique et prospère, par une transition pour une alternance sans violence dans les années qui arrivent. C'est cela le message de l'Union des populations du Cameroun. Et nous pensons que ce soit ceux qui gouvernent ou nos camarades de l'opposition, qu'il faut sortir le champ politique de la ghettoisation, qui voudrait chaque fois qu'on ramène le débat vers les querelles tribales ou régionales. Le Cameroun est au-dessus de cela. Nous allons vers une vision panafricaine et nous pensons que c'est cela qui devrait être le cap. Quant à ceux qui gouvernent, sincèrement, ils n'auraient pas pu faire mieux. On n'a pas l'occasion d'expliquer pourquoi. Mais ils savent que le peu qui avait été fait a été fait, M. Yout, parce qu'on s'est appuyé sur les projets que l'UPC avait laissés. Eh bien, ce que vous aviez pris n'est qu'une infime partie. C'est votre maximum, mais pour l'UPC, c'était le minimum. Pour sortir le Cameroun du désastre qui est annoncé, revenez à l'UPC. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Roland Diouf et Serge Soro, d'avoir participé à ces échanges. Merci à Jean-Claude Diouf et Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.